La base de ce travail, de cette approche somato-émotionnelle, c'est d'amener le patient à mettre en place un changement, puisque c'est le changement qui libère, et donc c'est là aussi le lien entre le somato-émotionnel et l'ostéopathie, c'est que ce que l'on essaye de redonner, c'est de la mobilité au psychisme, par le fait qu'on aide le patient à passer quelque chose qui est verrouillé, comme la restauration de la mobilité physique en ostéopathie classique. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Pourquoi la langue française regorge-t-elle d'expressions imagées sur notre corps quand on veut évoquer une émotion ? On dit bien par exemple « je l'ai dans la peau »,« j'en ai plein le dos » ou encore « ça m'est resté en travers de la gorge ». C'est certainement parce que le corps et l'esprit sont intimement liés, parce que le premier garde en mémoire les émotions du second. Et ce n'est pas mon invité qui vous dira le contraire. François Vignon est ostéopathe près de Lyon. Il pratique à la fois une ostéopathie classique, celle qui remet le corps d'aplomb, mais il propose aussi des séances d'ostéopathie somato-émotionnelle. Et c'est pour cela que j'ai voulu l'interroger, pour comprendre comment, à travers notre corps, il détecte et aide à libérer nos blocages émotionnels. Vous le verrez, le parcours de François aussi est intéressant, car il s'est lancé à une époque où l'ostéopathie était encore considérée comme exercice illégal de la médecine. Bref, c'est un épisode éclairant, à écouter pour avoir une nouvelle compréhension de nos souffrances physiques et psychologiques, pour envisager notre corps et notre esprit, non pas comme deux entités séparées, mais comme un tout. Avec François, nous allons parler de ce que l'ostéopathie lui a d'abord apporté en tant que patient, de la formation qu'il a dû suivre en Angleterre, et des histoires de ses patients qui font parfois écho à la sienne. Ah oui, une dernière petite chose, restez bien à l'écoute jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai quelque chose à vous dire. Bonjour François et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Alors merci d'être là aujourd'hui, on va parler de votre parcours, de votre métier, mais commençons par le commencement. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Je m'appelle François Vignon, je suis ostéopathe dans la banlieue nord de Lyon. Donc justement, l'ostéopathie, c'est une discipline, si je dis pas de bêtises, qui s'est bien démocratisée, ces 10-20 dernières années ? Qu'est-ce que vous diriez ? Surtout depuis la reconnaissance par l'État français en 2007 et l'autorisation de créer des écoles en France, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avec un diplôme reconnu du coup. En fait, c'est pas un diplôme, c'est une autorisation d'user du titre d'ostéopathe. Donc, puisque ça s'est démocratisé, notamment avec les lois françaises, on est nombreux à avoir recours à l'ostéopathie pour un mal de dos, des problèmes de digestion, peut-être après une grossesse. Mais pour autant, ça va être intéressant que vous nous expliquiez plus en détail aujourd'hui ce que c'est. Moi, ma première question, c'est comment vous, François, dans votre parcours, vous avez un jour découvert l'ostéopathie ? J'ai découvert en tant que patient. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, notamment du volleyball, et j'avais recours au service d'un ostéopathe, de temps en temps, qui me rendait bien service, de façon spectaculaire. Voilà. Par exemple ? Par exemple, une lombalgie aiguë suite à un match de volley et que l'ostéopathe pouvait régler rapidement. D'accord. Donc vous avez d'abord découvert la discipline en tant que patient. Oui. À quel moment sur votre chemin est venue peut-être l'idée de devenir vous-même ostéo ? Comme je faisais beaucoup de sport, j'ai été attiré par la kinésithérapie au début. Je connaissais pas l'ostéopathie à part quelques interventions par un ostéopathe, et c'est depuis la kinésithérapie, d'une certaine façon un peu déçu des résultats que j'avais, que j'ai eu envie d'aller plus loin.
Ok, alors reprenons. Ça veut dire que votre premier métier, c'est d'être kinésithérapeute ? J'étais kinésie pendant 7 ou 8 ans, oui. D'accord, alors rappelez-moi, pour être kinésithérapeute, on fait des études de médecine, hein ? Non, à l'époque, c'était un concours d'entrée en école de kinésithérapie. C'était pas une première année commune, médecine, kinésithérapie, ergo, etc. C'était un concours d'entrée dans les écoles de kinésithérapie. D'accord, donc vous avez commencé, grâce au sport, à vous intéresser à ces métiers-là à travers la kinésithérapie. Oui. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes lancé ? Comme kiné, je sais pas, j'étais en 83, j'ai 59 ans, 20 et quelques années. 20 et quelques années, ok. Et là, vous avez exercé, vous dites, pendant 6-7 ans la kinésithérapie. Oui, après 4 ans d'exercice, j'ai commencé la formation d'ostéopathie. Alors, elles étaient où vos frustrations dans votre métier de kinésithérapeute ? J'étais, on pourrait dire, un peu remonté comme une pendule pour parvenir à bien soulager les patients, et je me rendais compte que dans un certain nombre de cas, en faisant du mieux que je pouvais, je n'avais pas les résultats attendus. Donc c'était les limites de cette pratique-là qui vous frustraient, et c'est là où vous avez eu l'idée d'aller découvrir d'autres disciplines. Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous n'avez creusé que du côté de l'ostéopathie, ou vous êtes allé chercher ailleurs ? Non, disons que c'était parmi les kinés, on connaissait un peu l'ostéopathie, on avait quelques informations, et ça semblait évident, si on voulait aller un peu plus loin, d'aller dans cette direction-là. Oui. Comment était perçue alors à l'époque l'ostéopathie, puisque vous venez de nous dire que ça a été démocratisé dans les années 2000 quand l'État a commencé à reconnaître ce métier-là. Donc, comment ça se passait ? On est dans les années 80 là, c'est ça ? Oui, c'est ça. 80-90, c'était de l'exercice illégal de la médecine. Un certain nombre de confrères enseignants d'ailleurs avaient des procès pour exercice illégal de la médecine, mais qui ne se sont jamais soldés par des emprisonnements ou des interdictions d'exercice. Il y a eu un franc de dommages et intérêts. Et au bout d'un certain temps, le Conseil de l'ordre des médecins a laissé tomber cette bagarre-là. Il y avait quand même une grande défiance du côté de la médecine classique par rapport à cette pratique-là ? Oui, il y en a toujours encore un petit peu, mais de moins en moins. Ça veut dire que chez les kinés, il y avait 2 écoles. Il y avait ceux qui étaient ultra pro-kinés, et puis les autres qui commençaient peut-être à s'ouvrir à ces nouvelles formes-là, comme l'ostéopathie. D'une certaine manière, on peut dire ça, oui. Donc vous étiez de l'école d'ostéopathie et vous avez commencé à vous y former fin des années 80, début des années 90 ? J'ai commencé en 86, oui. Ok. Ça a pris quelle forme cette formation ? C'était une formation en continu ? Vous avez tout arrêté pour... C'était une formation à temps partiel qui se faisait en Angleterre. Il y avait quelques écoles de thérapie manuelle en France, qui étaient une façon... détourné de présenter l'ostéopathie, mais c'était pas vraiment de l'ostéopathie, c'était pas un cursus complet d'ostéopathie comme le cursus qui existait en Angleterre. Et l'école anglaise était une des écoles les plus réputées à cette époque, oui. Donc l'enseignement se faisait tout en anglais ? En anglais et en français. Il y avait une traduction avec certains profs. D'accord, parce que, évidemment, puisque en France, il n'y avait pas d'enseignement réglementé, ils avaient compris qu'il y avait un marché à prendre avec les élèves français. Oui, la plupart des ostéopathes qui étaient plus âgés que moi se sont formés en Angleterre. Oui. Donc pendant 6 ans, nous allions 4 à 5 semaines par an en Angleterre. On faisait un séjour d'une semaine tous les 2 ou 3 mois. Ce qui vous permettait, j'imagine, de continuer à avoir une clientèle en parallèle dans un cabinet en kiné. Tout à fait. Donc, vous suivez cette formation à temps partiel. Oui. Est-ce que, une fois formé, vous avez fait un switch assez radical en disant à votre patientèle « j'arrête d'être kiné, je deviens ostéo » ou est-ce que ça s'est fait avec un petit peu plus de douceur ? Quand j'ai commencé à avoir les moyens de traiter mes patients d'ostéopathie, certains patients de ma patientèle de kinésithérapie, j'ai commencé à le faire. Ouais. Et puis en début 93, j'étais diplômé 93, donc j'ai ouvert ce cabinet là où nous sommes et j'ai progressivement travaillé de plus en plus dans le cabinet d'ostéopathie et de moins en moins dans le cabinet de kiné. Pour finalement laisser tomber la kinésithérapie 2 ou 3 ans après. Donc ça s'est fait en douceur, mais assez vite. C'était une pratique illégale à l'époque ? C'était de l'exercice illégal de la médecine, oui. Et vous n'avez jamais été approché par les autorités de quelque manière que ce soit ?
faut dire que les gens qui étaient inquiétés, c'était plutôt les enseignants, parce qu'il y avait de plus en plus de confrères, et je pense que ils n'avaient pas forcément les moyens, le conseil de l'ordre ou le syndicat des médecins ostéothérapeutes n'avait pas forcément le temps et les moyens d'attaquer tous les ostéopathes qui s'installaient, puisque c'est l'époque où il y en a beaucoup qui ont commencé à s'installer. Oui. Donc on vous a laissé tranquille et vous avez pu c'était pas hyper confortable, mais oui, ça s'est passé comme ça. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez pu trouver dans l'ostéopathie ce que vous ne trouviez plus dans la kinésithérapie? Est-ce que effectivement vous avez pu avec l'ostéopathie soulager des maux que vous ne soulagiez pas avec la kinésithérapie? Tout à fait. Et par exemple, dans quel cas vous avez vu une différence entre les deux approches? Le traitement de tous les maux de dos, là, l'efficacité était bien meilleure. Ok, donc ça veut dire que là vous étiez plus avec des patients sportifs, on a parlé des sportifs tout à l'heure ou... Il y avait un petit peu de tout, mais c'est dans ce domaine-là que la différence était la plus spectaculaire. Après, j'ai pu prendre en charge des choses que je ne savais pas prendre en charge avec mon savoir-faire de kinésithérapeute, notamment chez les sportifs, effectivement, qui sont très, très sensibles, affûtés et qui pouvaient avoir des plaintes qui n'entraient pas dans le cadre de ce que je savais faire. Par exemple, c'était pas assez grave, par exemple. Je savais très bien un kiné peut tout à fait aider un patient qui a eu une fracture ou une entorse, le rééduquer, alors que des douleurs séquelaires, par exemple, suite à ce type d'événement, on est mal équipé pour le faire. On peut le faire aussi, mais l'ostéopathie a apporté un net plus. Donc vous avez trouvé en ostéopathie une réponse satisfaisante, sauf que depuis, vous avez encore évolué, puisque dans votre pratique, vous proposez aussi des séances d'ostéopathie somato-émotionnelle, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, à quel moment l'ostéopathie classique a été pour vous un peu limitante et à quel moment vous vous êtes dit « Tiens, je vais aller creuser de ce côté-là » ? Alors, c'est pas qu'elle était limitante, c'est que j'ai toujours été intéressé par l'aspect psychosomatique des symptômes que m'amenaient mes patients. Ça, c'est quelque chose qui déjà m'interpellait quand j'étais kinésie. Et ensuite, un confrère avec qui j'avais fait l'école de Maidstone en Angleterre m'a parlé d'une formation que faisait un confrère ostéopathe dans une école d'ostéopathie à Saint-Étienne, qui était un travail qu'il appelait à cette époque libération somato-émotionnelle. Et donc j'ai commencé cette formation en 97. Et pareil, cette formation elle a duré longtemps, elle se faisait en parallèle de votre métier, j'imagine ? Oui, et c'est une formation qui se faisait, je crois qu'on faisait 4 stages par an de 3 jours ou 4 jours, et puis on a fait ça pendant 3 ou 4 ans, je m'en souviens plus précisément, et ensuite on a gardé l'habitude d'une part d'avoir un travail de supervision avec notre enseignant en tant que praticien, et d'autre part à avoir annuellement une piqûre de rappel, une formation complémentaire de 2 jours. Ce qu'on continue de faire. Et aujourd'hui encore alors ? Oui. Quand même, vous avez eu quelques virages dans votre vie professionnelle. Comment ça a été perçu à chaque fois par votre entourage ? J'ai pas le sentiment que ça a été mal perçu. Plutôt bien, on va dire. Et alors bien alors ? Ouais. Super. Ok. Donc, maintenant qu'on a évoqué votre parcours, ça va être intéressant de parler de votre métier aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une question certainement idiote, mais en même temps, ça va mieux en la posant. Rappelez-nous, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie ? L'ostéopathie, c'est la recherche des blocages dans le mouvement du corps humain, de toutes les structures qui sont appelées à bouger. Et une fois qu'on a trouvé ce qui ne bouge pas, l'objectif est de redonner du mouvement. Au départ, c'était plutôt sur les structures articulaires, le dos et les membres. Et puis, cette nécessité de mouvement, elle existe aussi dans le système viscéral, les fascias qui sont les enveloppes du corps. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'identifier ce qui va être la zone qui ne bouge pas et qui participe ou crée le symptôme. Les personnes que vous recevez, en général, elles viennent avec quelles problématiques ? Alors, je ne parle pas de l'aspect somato, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas pour la partie ostéo classique, si j'ose dire. C'est-à-dire que le plus fréquent reste quand même les maux de dos. Il y a pas mal de patients qui viennent pour des problèmes digestifs, des maux de ventre, et des enfants, des bébés,
C'est quoi? C'est pour les problèmes de reflux chez les nourrissons, par exemple, ou pas tous les nécessairement? problèmes que peuvent rencontrer les bébés qui ne sont pas de la pathologie, que la médecine justement sait pas bien soigner parce qu'elle soigne très bien la pathologie, mais ce qui est infrapathologique, c'est un peu plus compliqué. Et nous, on peut apporter des réponses puisque en abordant la mobilité dans le corps du bébé, on peut restaurer un certain nombre de dysfonctions comme effectivement des reflux, certaines malformations crâniennes, certaines, évidemment quand elles ne sont pas du ressort de l'orthopédiste, Oui. et tout un ensemble de dysfonctions comme les troubles du sommeil. Donc ça, c'est la partie ostéopathie classique. Maintenant, parlons de l'ostéopathie somato-émotionnelle. Déjà, ça représente en proportion dans les personnes que vous recevez ici dans votre cabinet. Quelles sont les proportions entre l'ostéopathie classique et somato-émotionnelle? Ça représente à peu près la moitié de mon activité maintenant. Ok. Donc, cette ostéopathie somato-émotionnelle, comment vous la définiriez? On va dire que c'est une approche qu'on va qualifier de transversale, puisqu'elle emprunte des techniques et des concepts à tous ceux qui ont cherché à mieux aider un patient qui a une certaine problématique de vie, autrement qu'uniquement par des méthodes analytiques. Donc en gros, vous êtes en train de dire, on essaye d'accompagner la personne qui a des problématiques émotionnelles, autrement que par le mental? Ça, c'est un aspect. Les émotions, ce ne sont pas des concepts, ce sont des réalités qui sont tangibles, qui sont dans le corps. Ouais. Et on essaye effectivement d'aider à leur expression à partir du corps, oui. Alors, autant je pense qu'on voit tous comment peut se dérouler une séance d'ostéopathie. En revanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe, si tant est qu'il y ait un mode régulier à chaque séance, mais comment ça se passe quand on vient vous voir pour une séance de somato-émotionnelle? Alors ça va dépendre de la demande. Le patient qui vient avec une problématique de vie, je vais tout d'abord l'examiner, puisque c'est sur son corps que je prends beaucoup d'informations. Donc c'est là qu'on retrouve la partie ostéo. Oui. Ok. Car le corps et l'esprit sont les deux aspects d'une même chose, on dit en médecine chinoise, et c'est vraiment une base fondamentale de notre travail. Et ensuite, je vais utiliser divers outils comme le dessin ou des mises en situation symboliques. C'est-à-dire que je vais faire une espèce de jeu avec mon patient qui va l'aider à se rendre compte d'une certaine spontanéité qu'il n'avait pas envisagé, d'un manque de réaction là où il pensait avoir une réaction. C'est mettre peut-être les personnes dans certains rôles. C'est quoi? C'est un ça peu peut des être des jeux jeux de rôle, mais dans des situations qui donnerait à penser que la personne va réagir de cette manière-là et elle réagit spontanément différemment. Il faut préciser une chose, c'est que l'objectif n'est pas d'exprimer toutes les émotions. L'objectif, c'est, par le biais de l'expression émotionnelle, d'arriver à quelque chose de blessé. Donc c'est pas, on fait exprimer toutes les émotions possibles imaginables, le patient crie, pleure, rit et il va mieux. Non, c'est à partir de cette expression émotionnelle qu'on va arriver sur quelque chose de blessé, c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc c'est la porte d'entrée, on va dire. D'accord. Prenons un exemple concret, justement. Est-ce que vous avez un cas précis où vous mettez la personne dans une certaine situation et qu'est-ce qui se passe pour elle? Imaginons un patient qui vient se plaindre d'une fatigue liée à une charge de travail importante, une charge familiale importante. J'aurais certainement, l'examinant, trouvé énormément de tension sur la zone haute de son corps. J'aurais certainement eu des informations en le faisant dessiner, laisse entendre que c'est une partie de son corps qui est particulièrement représentée dans son schéma corporel. Et je pourrais par exemple le mettre debout et m'appuyer sur ses épaules. Et à partir de là, tout peut arriver, à savoir quel type de réaction il va avoir. Est-ce qu'il va réagir vite, lentement? Est-ce qu'il va rester passif? Quel mot va-t-il dire? Tout ça étant porteur de sens, à savoir ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. C'est à partir de ces réactions-là, donc de sa spontanéité, qu'on va voir comment il s'organise par rapport à justement quelque chose qui est lourd qu'il porte. Ok. C'est un exemple.
Et j'imagine qu'après, vous débriefez ensemble pour lui expliquer comment il a réagi dans la situation et du coup peut-être mettre des mots sur cette situation hyper spontanée où la tête n'a pas eu le temps de réfléchir à comment réagir. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que déjà la prise de conscience par le patient de sa réaction, c'est quelque chose qui est souvent très parlant, parce qu'à l'instant T, il se passe quelque chose qui va faire circuler des informations dans le psychisme. Et ensuite, effectivement, on peut creuser le pourquoi du comment de cette réaction spontanée, mettre en place une stratégie pour faire que les choses changent, puisque la base de ce travail, de cette approche somato-émotionnelle, c'est d'amener le patient à mettre en place un changement, puisque c'est le changement qui fait avancer, qui libère, et donc c'est là aussi le lien avec l'ostéopathie, entre le somato-émotionnel et l'ostéopathie, c'est que ce que l'on essaye de redonner, c'est de la mobilité au psychisme, par le fait qu'on aide le patient à dépasser quelque chose qui est verrouillé, comme la restauration de la mobilité physique en ostéopathie classique. Ok. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce métier-là, cette pratique-là vous apporte à vous? On a bien compris ce que ça apportait à ceux que vous accompagnez, mais à vous, François, qu'est-ce que vous y trouvez? Alors l'ostéopathie en général, c'est très sympa d'arriver à trouver des solutions sur des problèmes compliqués et ou sur des problèmes que d'autres n'arrivent pas à résoudre. Donc c'est certainement plus sympathique que de s'occuper d'un service contentieux à la banque par exemple. Donc c'est une forme de reconnaissance ou en tout cas voilà, on sent on participe à faire évoluer une situation qui était jusque-là bloquée. Tout à fait. Pour ce qui est du somato-émotionnel, la relation avec le patient est plus approfondie. Bien sûr. Donc c'est une qualité de relation qui est nourrissante et qui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous fait aussi avancer. Vous, dans votre propre cheminement? Tout à fait. C'est-à-dire que les problématiques qu'on vous amène peuvent parfois faire écho à certaines de vos propres problématiques et c'est là où ça va faire... C'est le cas de tous les psychothérapeutes, bien sûr, savoir que notre patient nous met face à nos propres dysfonctions. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une supervision régulière, comme les psys, auquel on s'attache. Et effectivement, quelquefois, on ne peut pas emmener notre patient au-delà de nos propres limites. On s'aperçoit à un moment donné qu'on a une difficulté avec un patient, qu'on a du mal à avancer, et quand on soumet ça à un confrère assez rapidement, il met le doigt dessus, puisqu'en fait le problème c'est que nous-mêmes en tant que sujet, on a un peu de mal à être objectif, et le regard extérieur nous permet de voir ce qui est verrouillé, ce qui coince encore chez nous, et qui de fait nous empêche d'emmener notre patient un peu plus loin. Donc en fait, ça apporte de la lucidité, de la compréhension sur le cas du patient et sur votre propre problématique à vous potentiellement. Potentiellement, c'est pas le premier objectif, mais effectivement, quelquefois, on se trouve face à des difficultés qui vont nous faire avancer. D'accord. Et justement, dans ces difficultés-là que vous rencontrez, ou ces patients-là que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des cas qui vous ont particulièrement marqué? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les cas qui sont toujours... qui me touchent toujours, c'est les gens qui ont des histoires de maltraitance dans l'enfance. L'autre chose qui m'a beaucoup... qui m'a impressionné quand j'ai commencé à faire ce travail, puisque des patients se confiaient, c'était la fréquence des abus sexuels dans l'enfance, et chez les femmes et chez les hommes. C'est quelque chose d'assez étonnant quand les gens osent en parler. Oui. C'est assez étonnant et perturbant. Après, j'ai pas d'autres cas particuliers qui me... C'est déjà beaucoup. C'est pas mal, oui. Ouais, c'est pas mal, oui, comme vous dites. Qu'est-ce que vous diriez, vous, au jeune François, kinésithérapeute, qui un jour a décidé de changer de voie pour se diriger vers l'ostéopathie? Je dirais continue, c'est bien. Qu'est-ce que vous diriez au François de dans 5 ans? Est-ce que vous serez toujours ici? Probablement, oui, probablement. J'espère être toujours ici. J'ai la chance d'être content d'aller au travail le matin. Donc j'ai besoin de vacances aussi, mais du coup, j'envisage pas pour l'instant de m'arrêter. Donc voilà, on a la possibilité aussi de notre travail de travailler un peu moins, progressivement. En tout cas, vous pouvez mettre autant de flexibilité que vous le souhaitez dans vos horaires. Tout à fait. Pour terminer, j'ai quelques questions rituelles pour vous, François.
La première, c'est est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller, un livre qui vous a éclairé sur votre chemin, qui vous éclaire encore peut-être? Un livre, non. Un livre, non. Plein de livres, oui. Et là, spontanément, le premier qui vous vienne à l'esprit? Puisque je viens de le relire, Christiane Singer, Du bon usage des crises. Du bon usage des crises. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ce dont parle ce livre, c'est de tout ce qui se cache derrière une crise, quelle qu'elle soit, entre des êtres humains, Ouais. et de savoir comment on peut exploiter ce qui a émergé lors de ce différend, lors de cette crise. D'accord, du bon usage des crises. Bon, de toute façon, j'en mettrai sur les profils sociaux de La Petite Voix, toutes les références, notamment de ce livre-là. Autre question, avez-vous un rituel bien-être quotidien? Oui, depuis quelques années, avec ma compagne, nous faisons de la méditation, je dirais presque tous les matins, en moyenne, sur plusieurs années, 3-4 fois par semaine, et aussi un petit peu de stretching aussi le matin régulièrement. La méditation que vous pratiquez, vous la faites accompagnée par exemple avec des vidéos sur YouTube ou autre, ou vraiment dans le silence le plus complet? Dans le silence. Et alors, ça m'intrigue, qu'est-ce que ça apporte de le vivre à deux? Est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, ça change que quand on a un peu la flemme de le faire, on se dit, allez, on se fait une petite médite. Oui, puis c'est sympa de faire cette chose-là à deux. Hein. Et donc, cette méditation, vous la pratiquez, vous dites, depuis plusieurs années. Ouais. Quels bénéfices vous y trouvez? Vous les sentez concrètement? Ah oui, on les sent concrètement. C'est-à-dire, le bénéfice principal, je dirais que c'est une certaine sérénité. Alors ça, c'est un peu un mot bateau, mais on va dire que le fait qu'on se rend compte qu'on est beaucoup moins envahi par des problématiques de vie matérielles, je pense financières par exemple, à un moment donné où on se détache plus facilement de ce qui pourrait nous obséder sans effort. Évidemment, ça ne résout pas les problématiques, mais en revanche, ça permet de prendre du recul et de ne pas être envahi par elles, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me citer 3 mots synonymes de bonheur? Alors j'avais envisagé cette question, vous me l'aviez soumise. Ouais. Alors ça va être assez... Il y a un aspect qui est pas très spontané, qui est un peu celui d'un thérapeute. Je dirais 3 mots dans l'ordre qui seraient acceptation, ensuite présence et enfin joie. Pas mal comme programme, super. Et alors, j'en viens à la dernière question. Et vous, François, est-ce que vous êtes heureux? Ah oui. Très heureux? La réponse est spontanée. Oui. On va rester là-dessus. Je trouve que c'est une jolie façon de conclure notre échange. Merci beaucoup pour ce moment-là que vous m'avez consacré. Vous nous avez accompagnés avec votre douce voix pour nous éclairer sur ce chemin-là de l'ostéopathie et de la somato-émotionnelle. Donc, merci beaucoup. Merci. Hop, ne partez pas si vite. Je profite que cet entretien soit un peu plus court que les autres pour ajouter un petit mot. Un petit mot pour un grand merci. Nous en sommes déjà à mi-chemin de la première saison de La Petite Voix. Le 22 janvier, quand j'ai publié la bande-annonce et le premier épisode, je ne savais pas bien à quoi m'attendre, ni comment cela se passerait. Eh bien franchement, 3 mois plus tard, je vous le dis, c'est une aventure assez incroyable. Une aventure excitante, enthousiasmante, passionnante. Bon, un peu fatigante aussi parfois, mais ça en vaut vraiment la peine. Déjà, La Petite Voix me permet d'assouvir ma curiosité pour les thérapies alternatives, et je peux vous dire qu'elle est très grande. Je rencontre des thérapeutes formidables, de très belles personnes, auprès desquelles j'apprends et je grandis, et avec lesquelles, pour certaines, j'ai la chance de prolonger le contact bien après l'entretien. Ensuite, ce que j'adore avec ce podcast, c'est que c'est finalement une aventure collective. Bon, bien sûr, je suis là, de ce côté du micro, mais sans vos oreilles de l'autre côté, tout cela ne servirait à rien. Alors merci d'être là et de me le faire savoir sur iTunes, sur Facebook, sur Instagram. Merci pour vos encouragements, vos doux messages qui me donnent envie de continuer. Il y a, par exemple, celle qui m'écrit que tel épisode a été un déclic pour prendre la décision de réorienter sa vie professionnelle. Telle autre qui me dit qu'en écoutant La Petite Voix, elle a eu envie d'écrire une lettre à son père décédé. Ou encore quelques-unes qui me disent envisager avec plus de bienveillance et plus d'ouverture d'esprit les thérapies alternatives.
Tout cela me touche vraiment et donne du sens à ce podcast. Ne vous méprenez pas, j'ai conscience que La Petite Voix n'est qu'un tout jeune podcast au milieu de dizaines d'autres. Je me dis juste, pour faire un clin d'œil au mouvement de Pierre Rabhi, que c'est ma façon à moi de faire ma part du colibri. Alors, pour vous remercier sincèrement, j'ai eu l'idée de ce truc un peu fou. J'ai envie de vous remercier, un à un, tous ceux et celles qui vous êtes manifestés à travers des commentaires, des messages, des petits mots d'encouragement. Je vous dis un grand et sincère merci à chacun et chacune d'entre vous. Bon, je ne sais pas combien de temps va durer ce petit jeu, mais allons-y. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Je commence déjà par vous qui m'avez laissé 5 étoiles et un bel avis sur iTunes et Apple Podcasts, parce que c'est là que se fait 80% de l'audience des podcasts et que c'est très important pour pouvoir émerger dans les classements. Merci donc à Clarence, Florence, Lucie, Patricia, Jonathan, Pénélope, Alexandre, Nanouchka, Olivia, Caro, Fanny, Sophie et Pauline. Merci ensuite à mes préécouteuses, celles qui depuis 3 épisodes les ont écoutées avant tout le monde. Clarence, encore elle, Lucie, une autre cette fois-ci, Victoria, Sandy, Constance, Eva, Sarah et mes préécouteuses de la toute première heure, avant même que La Petite Voix ne soit en ligne. Mes amis, Stéphanie, Virginie, Manu, Marie, Sophie, Fanny. Merci aussi à Xavier d'Audio Screen Music et à Pauline pour leur aide tellement précieuse sur le son. Vous êtes encore là ? Parce que là j'attaque dans le dur. Je suis allée dans les entrailles de Facebook et d'Instagram pour vous retrouver. Allez, je prends une grande respiration. Je mets aussi un petit coup d'accélérateur sur le son parce que sinon demain on y est encore. Et c'est parti. Un grand merci donc à Cabinet Émergescence, Claire M, Fabienne B, Élise Yogalala, Adeline D, Angèle C, Nicolas H, Julia D, Anne-Sybille R, Pénou, Kimidol, Christine N, Perly Popette Petite Chouette, Alexandra H, Agnès R, Viviane B, Aline T, L'émerveille de l'âme, Bernadette D, Marie-Charlotte L, Home Sweet London, Yveline S, Mouchik, Marie P, Delphine Internet Cancer, Anne-Mine Coaching, Henrika, Evelyne C, SOS Cancer du sein, l'Aurore Essentielle, Emmanuel CC, Lydie Médecine Chinoise, Marie F, Jean-Baptiste K, Anne M, Lara K, Jules P, Jeu Positif au Max, Marie Art Thérapeute, Caro from Woodland, Sigrid G, Lolotte C, Sandy S, Luminitude, La Brigade du Bien-être, Auréline V, Unicancer, Fabienne E, Anne DP, Sébastien M, Anne L, Michel M, Alice J, Huguette TS, Edwige DL, Souka Synergie Bien-être 75, Plaisir Santé, Padju Yog, Hip Hip, Caroline V, Apprendre vite et bien, Virginie F, Valérie V, Valval, Béatrice M, Édouard D, Claudine S, Hélène D, Michel C, Sandrine S, Delphine L, Ariane Coaching, Audrey Chahut, Papa et Maman bien sûr, Eliane D, Marc D, Pierre-Henri LG, Olivier B, Marianne B, Anne-Marie L, Justine D, Elodie M, Agnès B, Cycla, Nicole R, Druidas Moderne, Jean-Christophe G, Framboise D, Solange D, La Romanitude, Émilie Kien, hypnothérapeute, Paris Sophrologie, Olivier N, Fanny P, Olivia MC, Pauline Ophi, Oser être soi avec Fanny, Una Idea, Maureen D, Fabien K, The Blessing Girl, Cécile D, Anne P, Char D, Kiledou 2018, Yoga et douleur chronique. C'est long, hein. Grégory C, Damien R, Marie-France P, Cécile C, Sarah, Séverine M, V Aurélia, Géraldine Dormois, Michel M, Pierre D, Valérie T, Laetitia P, Virginie VB, Fabrice G, Kinou G, Marido X, Catherine S, Émilie B, Sophie M, Sarah O, Maria Danique R, Aude D, Isia D, Luce Aurel, Ingrid Lecker, Céline LB, ton coach Enneagramme. Faut vraiment que je vous aime pour faire ça. Christelle M, Inspiration Garrido, Chantal D, Magicien Moderne, Alexandra S, Sabine C, Virginie, Corinne M, Association Jeune et Rose, Morgane S, Laurence B, Veille sur mon cœur, Timidol, Claire C, Apprentissage de la lecture, Cathy D, Marine J, Marie C, Annie S, Julien R, Léonore, Intello Ali, Marine S, Agnès Ange, Brigitte SB, Agence Excel, Charles-Édouard P, Marie E, Claire G, Graciane G, Olivia B, Jonathan L, Histoire d'Or, Lorraine, J, Marie M, Zoyer G, Cyril M, Marie I. Alors, vous avez entendu votre prénom, je suis sûre que vous l'attendez. BAC, Social Media Love Ab, Caro M, Christelle Magnetix, Julie P, Laure T, Pauline L, Guillaume C, Céline Art to Art, Tania G, Sandy Kaufman Coaching, Katia Boukchiche, L'Instinct Naturel, Rencontre Perspective, Alex P, Maîtresse, Dominique D, Patricia B, Sylvie C, Angela Rose, Jennifer, Martine Valli, Everything and Nat, Jean-Jo M, Vivi V, Astre Tribe, Marie Naturopathe, Marie-Man, Ness Coaching, Valérie S, Charlotte Saint-Jean, Sophie L, Philippe C, Letty S, Marie-Pierre MP, Drotexar, Anne B, Sana Énergie, Zoé M, Delphine M, Céline V, Patricia B, Jérôme M, Monique P, Dolores L, Les Microbiotes, Pascal Happy New Life, Tali 19, Joséphine G, Idéalista, Trash, Bout du compte Harmonie, Marie M, Lolim, Marie B, Luc DC, Sandra N, Josépha DP, Didité, Mon Moment Magique, Lucien Faros, Penou.
Mon mec vient de passer la tête dans le bureau, je crois qu'il s'inquiète pour ma santé mentale. Bon, j'en profite d'ailleurs. Merci à toi, Darling. Et merci encore à Maya D, Maïwen M, Selon Champion, Virginie VC, Amélie Claire Gvor, Laura P, Estelle C, Nathalie A, Xavier P, Pauline O, Maud N, MyMeBox, Stéphanie GN, Stéphanie G, Papillon Astro, Stéphanie N, Fémi Selfcare, Laetitia M, Romaine M, Mon Marketing Holistique, Sophie E, Malo B, Luluche, Raymond P, Jean B, LogGL, Enirock S, Laura Z, Marie, Niniriki C, Jennifer D. Mon mec a peut-être raison de se poser des questions en fait. Sylvie M, la boîte à aider, Sorcière Morgane, Nico P, Iman RN, Dominique C, Annie C, Aurélie N, Caroline, Françoise V, Maud V, Valérie D, Maris P, Hélène J, C'est parti mon kiki, Eric B, Susanna B, Sabine A, Guillaume R, Marie-Pierre VD, Fatima V, Denis D, Aurore S, Casanière Décoration, L'effet de la conscience, Isabelle G, Séverine C, Culture Natura, Voici la K. Le pire, c'est que je suis sûre que j'en ai oublié. Christine B, Doris A, Fairbox Coach, C'est comme Coaching, Annick D, Vincent L, Eline S, Véronique MC, Mariman FR, Johan P, Isa P, Olivier G, Christelle HB, Géraldine M, Marine S, Stéphanie J, Lilith R, Christelle R, Geneviève R, Sous l'Audacieuse, Greg from Paris, Myriam N, Eva F, Virginie Deb, Business pour tous, Céline R, Thomas B, Valérie G, Fabienne V, Nini Virginie, Astrologie Kind, Aline N, Marion S, Justine L, Singing in Your Brain, Delphine V, Van de Vie, Anne L, Fab G, Léon M, Vanessa G, Dom H, Constance Amel. Vous êtes encore là? Parce que, bon, moi je suis peut-être folle, mais franchement, vous l'êtes encore plus que moi, non? Donc, Subliminance Conseil, V naturellement, Genou Frites, Katia DR, Philippe A, Alexandra, Portail Naturo, Cécile G, Sandrine J, Sylvie P. Nous y sommes presque. Merci aussi aux copains de podcast, ceux avec lesquels on se serre les coudes et on partage nos galères. En éclaireur, aux Zéros, Restez dans le flow, Coulisses Podcast, Marais, Solution Coaching, Les dés ne sont pas achetés, Transition, Podcast Zap, Esperluette, Invente ton ciel, Parole de Yogi, Ariane Comeback, Nouveau Travail, Inspire Podcast, Vlan, 50 millions sonores, La Cocotte Minute. Et enfin, bien sûr, je termine par eux. Merci évidemment à mes invités, Alexandra Donnet, Valérie Sug, Jean-Pierre Neveu, Laura Aznar, Marc Dauphin, Sophie Peters, François Vignon et ceux à venir dont je ne veux pas encore vous dévoiler le nom. Merci à vous tous et toutes. Allez, cette fois-ci, la petite voix, c'est vraiment fini pour aujourd'hui. Bye bye! La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.